Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas moi non plus spécialiste de Joyce Mansour. Je ne l'avais jamais autant lu et autant travaillé que durant les derniers jours. C'est une lecture qui est éprouvante. C'est pas une lecture dont on sort indemne, je dirais, mais ça a été tout à fait un moment de grand plaisir intellectuel que de me préparer pour la journée d'aujourd'hui. Je vais commencer par dire quelques mots à propos de l'écrivain Claude-Louis Combet, qui est un auteur que je me suis permis, je dirais, d'inviter aujourd'hui dans le cadre de la journée sur Mansour. Claude-Louis Combet, qui n'est pas un écrivain très lu au Québec, ni tellement connu ici, il est beaucoup plus en France. C'est quelqu'un qui a commencé à écrire tard, 1970 étant son premier livre, je pense, et depuis, il a publié une cinquantaine de livres. C'est quelqu'un qui appartient à peu près à la même génération que Joyce Mansour. Il est né en 1932, 4 ans après la naissance de Mansour. Il est toujours vivant aujourd'hui, il écrit encore. Je crois qu'il a 90 ou 91 ans. Alors, Claude-Louis Combet est un écrivain qui n'a rien à voir avec le surréalisme. Vous allez voir que dans le développement de mon exposé, j'essaie volontairement de sortir Mansour du surréalisme aussi, d'où le contrepoint, la connivence, disons, que je voudrais faire ressortir avec l'œuvre de Louis Combet, parce que c'est un écrivain qui se situe tout à fait ailleurs que dans le surréalisme. C'est quelqu'un qui n'écrit pas de poésie, pas vraiment. Il écrit des récits, voire des légendes. Il a écrit ce qu'il appelle des mythobiographies, c'est-à-dire qu'il a écrit des vies de saints, de martyrs, de mystiques, qu'il investit sous un angle très personnel et même fantasmatique. C'est-à-dire que c'est des romans qui sont pas du tout neutres sur le plan historique. À côté de ces mythobiographies, c'est quelqu'un qui écrit aussi des récits érotiques, ou en tout cas caractérisés par une charge fantasmatique qu'on pourrait dire elle-même mystique, baroque, torsadée, elliptique et, pour tout dire, obsessionnelle. Au point où l'écriture que Claude-Louis Combet rapproche par moments de la prière, c'est quelqu'un qui a eu une jeunesse pieuse, Claude-Louis Combet, un peu comme Bataille qui a un côté prêtre défroqué, prêtre perverti. Chez Claude-Louis Combet, c'est un peu du même ordre. Alors la prière, c'est ce qui l'a ouvert à l'écriture. C'est un peu comme si l'écriture avait remplacé la pratique de la prière et du recueillement. Mais c'est un recueillement emporté par les mouvements du désir, par une écriture de la pulsion, et par une fascination pour des jouissances sacrificielles, mortelles, capables d'excéder les corps et de les faire passer au-delà, d'où la dimension mystique qui passe par une érotique et une fantasmatique. L'écriture de Claude-Louis Combet n'est pas loin sur ce plan-là de l'érotique de Joyce Mansour, qui n'a pas évidemment ce côté pieux et vieux catholique qu'on retrouve chez Louis Combet, mais il y a chez Mansour une érotique pulsionnelle. J'entends par là une érotique qui n'appartient pas uniquement à une poétique du désir, c'est aussi une poétique de l'effraction chez Mansour, du geste ou du verbe impulsif. Et puis je dirais que l'érotique de Mansour est aussi une érotique de la jouissance, et là j'entends une érotique du ravage, de la destruction et de la mise à mort, une érotique qui fait coïncider la jouissance et l'agonie, par exemple, l'instant de la jouissance et l'instant du mourir. Je parle d'une érotique et pas de l'érotisme ou de la poésie érotique de Mansour. Pour moi, Mansour n'écrit pas des poèmes érotiques. Je fais cette distinction-là pour séparer ou distinguer en tout cas l'érotisme comme champ où on peut regrouper des images et des thèmes, et une érotique comme on parle d'une poétique, au sens où une érotique peut être chevillée à l'écriture indépendamment d'un thème érotique. Donc, je parle, si vous voulez, d'une érotique comme on peut parler d'une érotique dans les Chants de Maldoror, par exemple, de Lautréamont. D'ailleurs, je vais me contenter de cette allusion-là aux Chants de Maldoror, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à faire sur les rapprochements entre les Chants de Maldoror et l'œuvre de Mansour. Rien que sur le registre de l'animalité, l'espèce de métonymie entre le corps féminin qui se déplace vers un corps animal, par exemple, qui est très proche de l'écriture de Ducasse, ou encore, alors on parlait de la pieuvre tout à l'heure pendant la pause, autre figure animale chez Lautréamont. Et je dirais qu'il y a aussi toute la figure du vampire qui revient beaucoup dans les Chants de Maldoror, mais qui est une figure très mansourienne d'une certaine façon. On boit beaucoup de sang dans la poésie de Mansour. Dans l'œuvre de Claude-Louis Combet, il y a une érotique donc qui passe par l'écriture, par l'imagination de la jouissance,
mais aussi par l'imagination du trouble, de la fièvre, du vertige, qui accompagne le suivi ou le frayage de la pulsion, pour parler en freudien. On pourrait parler d'une fièvre désirante, si l'on veut, un vertige devant la tentation du mal, qui est le mal que l'on veut et auquel on ne peut pas dire ne pas. C'est donc un mal désiré, beaucoup chez Louis Combet, mais d'une certaine façon, à certains moments chez Mansour aussi. C'est donc un mal désiré dans lequel on bascule par attraction, par aimantation, jusqu'à se perdre tout à fait, parce qu'à la fin, il n'y a plus de distinction entre soi-même et l'objet de jouissance, comme si on y passait tout entier. Et c'est là, au fond, où l'écriture fantasmatique de Claude Louis Combet rejoint un imaginaire de la mystique qui est aussi un imaginaire de la disparition, de l'effacement, ou je dirais d'un passage tout au dehors. Ça, c'est moins mansourien, mais c'est propre à Louis Combet. Dans les récits de Claude Louis Combet, où se joue ce qu'il appelle une éthique religieuse qui associe le sexe au péché, et une esthétique archaïque qui fait du sexe une figure du sacré, les corps perdent de leurs limites et de leurs formes, comme dans l'œuvre, par exemple, de Hans Bellmer, qui est une référence qu'on retrouve aussi chez Joyce Mansour. Bellmer a illustré des textes de Mansour. Donc, comme dans les œuvres de Bellmer, les formes chez Claude Louis Combet, les formes du corps s'interpénètrent, les corps s'abouchent les uns aux autres, comme si l'écriture, non pas tant du désir que de la pulsion dans son circuit. Vous savez, la pulsion, c'est un concept qui est aussi un concept du retournement et de la réversion, comme si cette écriture-là donnait lieu à des représentations dictées par chacune des stases de la pulsion et non plus dictées par la forme anthropomorphique du corps. Lorsque l'écriture de la pulsion prend l'écriture du corps, investit l'écriture du corps, ce qui ressort de là, c'est pas la forme anthropomorphique d'un corps. C'est un corps qui est tout retourné. Voilà, alors ça, c'est tout à fait lisible dans les textes de Claude Louis Combet. Je vais essayer de vous faire entendre quelque chose qui permet de rapprocher, je pense, Louis Combet de Mansour. Et je vous le dis en toute honnêteté, je fais exprès pour pas prendre un écrivain qui serait d'évidence analogique avec Mansour. Ce n'est pas des écrivains qu'on mettrait comme ça tout de suite ensemble. Il y a un roman de Claude Louis Combet qui s'appelle Blesse Ronce Noire. Blesse Ronce Noire, qui est un roman paru en 1995, est un récit fantasmatique où Louis Combet imagine ce que peut être la relation entre le poète Georges Trakl, le poète austro-hongrois, et sa sœur. Relation qui était connue pour être une relation incestueuse, tout à fait malsaine, et que Louis Combet imagine comme étant non seulement une relation ravageante et transgressive, mais aussi comme étant une relation marquée par ce que j'appellerais un impossible néanmoins vécu ou un impensable néanmoins réalisé. Complicité donc entre Georges Trakl, le poète, et sa sœur, qui se passe du langage, qui évite le langage jusqu'à un certain point, parce qu'il s'agit au fond d'une complicité inhumaine. Entendons par une complicité inhumaine, une complicité monstrueuse, mais aussi une complicité en dehors des limites de l'humain, ou plutôt une complicité soustraite à toute communauté ou à toute socialité, en dehors du couple que forment Trakl et sa sœur, comme dans l'œuvre de Georges Bataille, puisqu'au fond, Claude Louis Combet s'inscrit beaucoup dans l'héritage littéraire de Bataille. La sexualité est vécue comme quelque chose qui refuse de banaliser toute expérience érotique. Et ça m'apparaît mansourien, c'est-à-dire un refus de faire de la sexualité quelque chose de quotidien, banal, conjugal, je ne sais pas, mais qui refuse une version atténuée de la sexualité. Et ça, c'est très proche de Louis Combet. C'est très proche de Bataille aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut donner à Bataille, d'avoir refusé une conception banale de l'érotisme. Comme chez Bataille, chez Louis Combet et chez Mansour, au fond, on peut dire que l'expérience érotique, au fond, est une expérience déchirante. Le mot « déchirure » étant un mot qui revient énormément chez Bataille, et c'est aussi le titre du second recueil de poèmes de Mansour. D'ailleurs, c'est, je crois, Stéphanie Caron qui s'est intéressée à la question du lyrisme chez Mansour. C'est elle qui suppose que « déchirure » serait vraiment inspirée directement de la lecture de Bataille, y compris le bleu des fonds qui rejoue dans notre tête le titre d'un roman de Bataille qui s'appelle Le bleu du ciel. Pourquoi faire de l'expérience érotique une expérience déchirante? Qu'est-ce que ça signifie? On pourrait dire parce qu'un point de jouissance, l'érotique vise éventuellement à un point de jouissance,
Un point de jouissance peut toujours se retourner en un point d'horreur, parce que la jouissance est elle-même une expérience déchirante, parce que la jouissance peut aussi faire mourir, détruire, écraser, étouffer, asphyxier, ou seulement laisser sans voix, c'est-à-dire sans recours pour le sujet qui se constitue dans la parole. Vous avez peut-être compris que je tire le mot jouissance beaucoup du vocabulaire de Lacan. C'est la jouissance pas du tout au sens de l'orgasme heureux, mais plutôt la jouissance comme moment de disparition du sujet ou de destruction de l'autre. Comme dit Lacan, avoir jouissance de quelque chose, c'est pouvoir en faire ce qu'on en veut, y compris le détruire. Dans cette perspective-là, l'œuvre de Claude-Louis Combet conjugue elle aussi les trois érotiques que j'évoquais tout à l'heure, soit une érotique du désir, une érotique pulsionnelle et une érotique de la jouissance, où la jouissance se situe toujours en même temps sur un point d'angoisse. Que ce soit dans la perspective d'une imaginarisation de l'inceste, dans, par exemple, Blesseronce noire, ou dans la perspective d'une jouissance dont on ne ressort jamais indemne, ce qui rend encore là tout à fait intéressant, il me semble, le rapprochement avec l'œuvre de Mansour. Pourquoi? Parce que l'érotique de Mansour, et je pense que c'est assez évident, est aussi une érotique qui est traversée tout entière par l'angoisse. Ça signifie au fond que la fantasmatique de Mansour, qui met en scène les images de jouissance qui parfois ressemblent à une fin du monde, est indissociable de la dimension de l'angoisse qui mobilise aussi son désir de dire ou son désir de crier. Alors, je parle de l'angoisse, je vais me permettre de faire une parenthèse un peu plus théorique sur l'angoisse et sur les rapports entre angoisse et fantasme ou angoisse et fantasmatique. Je rappelle que Lacan disait que la structure de l'angoisse est la même que la structure du fantasme. Dire ça revient pour nous à dire qu'une écriture fantasmatique, une écriture du fantasme, si vous voulez, peut être en même temps une écriture de l'angoisse ou une écriture d'angoisse. Une écriture qui soulève un point d'angoisse qui est ce point où l'on se tient devant ce qui est au-delà du plaisir. Là où le plaisir, je dirais, ne joue plus. Là où le fantasme devient grave. Là où ce qui a été commencé risque de ne plus s'arrêter. Dans la même mesure, au fond, l'angoisse, c'est aussi un sentiment qui est sans bord. L'angoisse, ce n'est pas de ressentir de l'angoisse, c'est de ne pas savoir jusqu'où elle va aller. C'est d'avoir le sentiment qu'on va peut-être mourir étouffé avant qu'elle ne nous lâche. Pour le dire autrement, ça signifie que le langage, le dire, le souffle qui est capable de faire advenir du signifiant, s'élève contre l'angoisse. L'angoisse étant hors langage, si vous voulez. Alors je pense que des écrivains comme Claude-Louis Combet et Joyce Mansour, parce qu'ils sont à la fois dans une écriture désirante, pulsionnelle ou une écriture de la jouissance, et à la fois dans une écriture de l'angoisse, font bord à l'angoisse en écrivant. Je ne parle pas uniquement de leur angoisse à eux dont je ne sais rien. Je pense à mon angoisse lorsque je lis Mansour ou Claude-Louis Combet. Alors je dis qu'ils font bord à l'angoisse, pas seulement donc dans les limites du texte, mais dans le fait qu'elle est, cette angoisse, contenue par le langage. Parce qu'elle est écrite, parce qu'elle passe dans l'écriture, parce qu'elle habite ou hante une construction fantasmatique ou poétique, c'est parfois pratiquement la même chose, elle est aussi endiguée ou sublimée, si vous voulez. Et je dis ça parce qu'on vit en ce moment, vous le savez, à une époque où on pense très vite que la littérature ou la lecture d'un texte littéraire risque de nous angoisser et de nous agresser parce que le texte nous angoisse. Je pense au contraire que les textes les plus chargés d'angoisse nous protègent de l'angoisse. D'où l'idée d'une sorte de sublimation de l'angoisse et un déplacement de l'angoisse dans cet espace intermédiaire qui est l'espace de la lecture, au fond, qui est un espace où on n'est pas complètement devant quelque chose d'autre qui nous serait complètement étranger, puisque, au fond, lorsqu'on lit, ça parle en nous aussi. On n'est pas devant uniquement une altérité complète de ce qu'on est en train de lire ou de ce qu'on est en train d'éprouver. Mais en même temps, on n'est pas non plus totalement en nous, en contact avec notre point intime d'angoisse, de sorte que, d'une certaine façon, c'est pour ça que je parle d'un espace intermédiaire qui serait, au fond, l'espace de la lecture. C'est pour ça que je pense que la lecture des textes, comme les textes de Mansour,
comme les textes de Claude Combet, ou Bataille, ou Duras, on pourrait en nommer plein. Ce sont des lectures qu'il faut faire justement pour faire en sorte que notre angoisse soit déplacée, décalée, ou je dirais décalquée ailleurs et dans un autre espace que notre propre espace intérieur. Alors je ne dis pas que le texte résout l'angoisse. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas de résolution de l'angoisse chez Mansour. Peut-être à la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écriture fait en sorte qu'il y ait autre chose qu'un cri étouffé, qui est souvent le dernier recours que l'on a dans l'angoisse. Alors, je fais exprès pour parler du cri, en référence au premier titre du recueil de Joyce Mansour, Cri, qui est paru en 1954, qui est un texte qui a emporté l'admiration d'André Breton et qui a en quelque sorte signé l'appartenance de Mansour au mouvement surréaliste. Et je pense qu'à plein de niveaux, Mansour a été fidèle aux surréalistes, a été fidèle à Breton en tout cas. Mais en même temps, je dirais que Mansour avait également cette liberté et cette marginalité au sein même du mouvement surréaliste, comme on le dit ce matin. Elle avait cette marginalité, cette liberté à l'intérieur d'un mouvement qui, en tout cas au départ, était quand même très cloisonné et pas facile d'accès. Je pense qu'elle avait cette liberté qui lui permettait d'être fidèle au surréalisme tout en lisant Bataille, par exemple. Elle pouvait aller au marché aux puces avec Breton et lire Bataille à côté. Comme on sait aussi qu'elle était assez proche de Lacan. On sait qu'on la voyait dans l'assistance au séminaire de Lacan et qu'elle le lisait. Elle a même dédicacé un exemplaire de Jules César à Jacques et Sylvia. Alors, si on les appelle Jacques et Sylvia, c'est quand même parce qu'on les connaît un peu. Et donc, être proche de Lacan, c'était être proche d'une psychanalyse qui n'était pas la psychanalyse des surréalistes, qui n'était pas la vieille psychanalyse freudienne qui a plus ou moins inspiré les surréalistes. C'était être tout ailleurs et sur une autre scène. Ce genre de considérations-là qui me font dire que le surréalisme ne peut pas être l'unique unité de mesure, disons, pour lire Mansour. Rien que le titre de son premier recueil de poésie, Cri, qui a été suivi par Déchirure, comme je le disais tout à l'heure, me semble avoir été des titres que je dirais pas tellement surréalistes. Que Breton y ait reconnu une puissance surréaliste est une chose, mais surtout Cri et Déchirure, de même que l'ensemble de l'œuvre de Mansour m'apparaissent excéder le surréalisme, le dépasser, pour au moins deux raisons qui vont éventuellement me permettre de revenir à Louis Combet et à Blesse Ronce-Noire que j'évoquais tout à l'heure. La première raison tient à ce qu'on entend par désir. Le surréalisme qui se donnait pour mot de ralliement la libération du désir, libérer l'inconscient, libérer le désir, fonctionnait quand même avec une conception assez large du désir. C'était le mot unique d'une certaine façon pour englober énormément de choses. Il y avait aussi une conception un peu romantique du désir chez les surréalistes, je pense, comme si le désir, au fond, englobait et masquait tout ce que Freud a, de son côté, cherché à distinguer sur ce plan-là, en particulier la distinction entre le désir et la pulsion, qui est une distinction qui a été un peu gommée par le surréaliste. C'est pas moi qui dis ça, c'est connu que les surréalistes sont passés à côté du concept de pulsion. Ils ont aussi un peu gommé toute la complexité de ce que Freud appelait les destins de la pulsion, c'est-à-dire les plasticités, les modulabilités, les variations, les chemins qu'emprunte la pulsion. Or, lorsqu'on lit la poésie de Mansour, les plasticités, les modulabilités et les variations de la pulsion sont tout à fait sensibles, d'autant plus que la pulsion est reconnue comme telle, c'est-à-dire comme quelque chose que Mansour, je ne sais pas si elle le confondait ou non, mais l'écriture de Mansour ne confond pas la pulsion avec le désir. Pour le dire simplement, dans la poésie de Mansour, il y a toujours une sorte d'alternance de degrés entre le désir qui est articulé à la dimension spéculaire du désir de l'autre. Excusez-moi d'être un peu lacanien aujourd'hui. Lorsqu'elle écrit « Ton corps me supplie de souffler dans ta bouche ouverte les mots veuls de mon désir », articulation à l'autre. D'un autre côté, les passages qui relèvent plus de l'entrechoquement des images découpées, détachées de l'ensemble et isolées dans un moment qui n'est pas tant un moment de l'articulation à l'autre du désir, mais qui est un moment comparable à la brusque irruption du toucher de la pulsion. Par exemple, dans un passage qui dit « Entre tes doigts, ma bouche, entre tes dents, mes yeux ». Le côté beaucoup plus brutal d'un effet de montage ou de gros plan qu'on retrouve ici. Le désir n'est pas seulement le signe de l'absence de l'objet, c'est aussi une articulation au désir de l'autre, alors qu'une écriture de la pulsion se saisit de l'objet dans un geste extrême
qui consiste à se coller violemment à l'objet pour le prendre, l'avaler ou le détruire, ce qui, dans la poésie de Mansour, passe par toute une série de verbes conjugués à la première personne du singulier. Je t'écrase, je bois, je bave, je mange, je déchire, je piège. Entre une écriture du désir et une écriture de la pulsion, entre l'articulation à l'autre du désir et l'effraction subite de la pulsion, l'on pourrait imaginer un moyen terme qui passe par le cri. Non pas le cri étouffé dans l'angoisse, il y a de ça aussi chez Mansour qui multiplie les images du cri étouffé, de la bouche muselée ou du cri muet. La bouche étant aussi quelque chose qui, chez Mansour, on ne cesse de remplir, de gaver, et qui donc est une bouche qui n'a plus l'espace pour crier ou dire le désir. Mais il y a aussi chez Mansour le cri de colère, le cri de rage, pas seulement une rage destructrice, mais ce qui m'évoque, moi, une rage d'un désir qui se lève contre quelque chose. Il y a chez Mansour quelque chose comme une rage de désirer. Je n'ai pas d'autre terme que celui-là, mais quand je lis Mansour, c'est ça qui me vient. Une rage de désirer, qui est un désir que je dirais comme un désir de plus de vie. Alors évidemment, l'imaginaire de Mansour est aussi un imaginaire mortel, violent, sacrificiel. Il y a du sang, il y a de la cendre, il y a des abattoirs et des tueries. Il y a des charniers, pour reprendre un mot qui est revenu ce matin. Et puis, il y a la peur de la mort qui surplombe toute l'œuvre et la vie de Mansour. Mais en même temps, il y a chez elle cette rage de désirer qui me semble manifester une extrême vitalité chez elle. Une rage de désirer que Mansour, à mon sens, résume par une formule très courte dans un poème, dans Fersing au machiniste, où elle écrit « tout sauf rien ». Tout sauf rien, c'est un énoncé très simple qui résume beaucoup de choses et qui exprime parfaitement à mes yeux, en tout cas, cette rage de désirer. Mais une rage de désirer contre quoi? Je dirais contre la mort. C'est-à-dire que l'être pour la vie de Mansour est indissociable de la proximité qu'elle entretient avec la mort. Lorsque je dis que la rage de désirer est une manière de s'élever et d'aller contre la mort, il faut entendre l'ambiguïté de la formule. Être contre la mort, c'est vivre, mais c'est aussi être tout contre elle, c'est être collé à elle, tout proche d'elle. C'est être tout contre la mort en refusant une vie qui ne serait qu'une demi-vie, c'est-à-dire en refusant une vie qui ne serait pas l'expression pleine du désir, qui serait vécue sans compromis et sans faux-semblant. Je pense que désirer sans compromis et sans faux-semblant, c'est ce que Mansour désire, projette, écrit. Et je pense que ce qu'on a souvent décrit chez Mansour comme une sorte de poésie érotomane, sadique ou masochiste, autrement dit une poésie qui serait conduite par une impulsion perverse, est au contraire une poésie absolument vivante. Le pervers, lui, est dans la mort, mais la poésie de Mansour est extraordinairement vivante, jusque dans la rage de désirer que j'évoque aujourd'hui. Au fond, la poésie de Mansour serait un exemple très proche de ce que Bataille disait à propos de l'érotisme, lorsque Bataille dit que l'érotisme est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Je disais donc tout à l'heure que la question du désir chez Mansour, c'est un peu ce qui la sort du surréalisme, notamment si l'on tient compte de la distinction entre désir et pulsion, ou la distinction peut-être plus lacanienne entre désir et jouissance, alors que ces distinctions-là sont tout à fait lisibles dans l'œuvre de Mansour. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai du mal, moi, à lire Mansour uniquement en tant que poète surréaliste, et ça repose encore une fois sur la dimension du cri ou de la déchirure. Une des grandes lignes de l'esthétique surréaliste, et là je vais dire une banalité qui est probablement une généralité, vous m'excuserez, mais une des grandes lignes de l'esthétique surréaliste, c'est d'avoir fait, par exemple, de l'association verbale, du montage et du collage, la modalité même de la conduite créatrice surréalisante, soit sur le plan de la poésie ou des arts visuels. Et ça, Mansour l'emprunte parfois aussi au surréalisme. Il y a souvent chez elle une poésie associative qui donne lieu à des images assez étonnantes, parfois très ambiguës. Et on sait que l'écriture du rêve ou le collage de citations ou de fragments de citations font partie des pratiques de Mansour. Au fond, l'esthétique surréaliste, y compris l'esthétique de Mansour sur son versant surréaliste, est une esthétique plus ou moins formelle. C'est une esthétique qui œuvre dans les formes et qui s'intéresse beaucoup à la représentation, mais pas beaucoup, je pense, à ce qui est vécu sur le plan de l'expérience. Et là, je reviens encore une fois à Bataille avec le mot d'expérience, c'est-à-dire l'expérience en tant que c'est ce qui fait autorité. À propos de son premier livre de poésie, Cri, Mansour disait dans un entretien qu'elle avait vraiment crié.
Et que c'était donc pas uniquement des cris dans la forme, si vous voulez. On a fait ces lectures-là, de la forme courte comme cri, etc. Alors je pense que ce qui caractérise la poésie de Mansour, c'est que le poème, c'est aussi ce qui arrive à Mansour quand elle est traversée par une impulsion affective, des sentiments désirants, des sentiments hostiles, et que j'essaie de réunir dans cette rage de désirer contre la mort. Le poème n'est pas seulement une forme poétique, il répond de quelque chose qui est du côté des affects, y compris les affects les plus déchirants. Il est du côté des humeurs, y compris les humeurs, comme on disait autrefois en médecine, c'est-à-dire le sang, la bile, etc. Chez Mansour, c'est aussi tout ce qui coule ou tout ce qui gicle du corps, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas loin non plus du cri sur le plan métaphorique. Il y a des giclées chez Mansour qui sont comme des criers. Alors c'est pour ça que le cri résume beaucoup de choses. Pour ma part, je vais essayer d'arriver à une proposition sur le cri chez Mansour comme étant ce qui vient tout juste entre l'affect le plus silencieux, pensez à l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, entre l'affect le plus silencieux et le plus étouffé et la forme verbale qui en sort. Le cri est un peu le moyen terme entre l'un et l'autre. Alors, je reviens à Claude Louis Combet, parce que le cri, chez lui, occupe à peu près la même place. Il y a une belle citation dans Blaise Ronce-Noir où Louis Combet écrit ceci. Vous allez voir que Mansour se met à résonner tout de suite lorsqu'on les met en contexte ensemble. Donc, dans Blaise Ronce-Noir, elle sentait, sans pouvoir vraiment en faire état, que les mots de la langue appartiennent en quelque sorte à l'ordre des réalités organiques comme la salive, les larmes ou le sang, et qu'ils mûrissent comme choses du corps, et qu'arrivés à ce point, s'ils ne sont pas relayés par la forme du poème, ils n'ont d'issue que dans le cri. Le cri n'est-il pas alors ce qui sous-tend la poésie de Mansour, qui arrive à se rendre jusqu'à la forme du poème, mais que l'on n'entend pas? Il est présent dans la rage de désirer, dans l'érotique de l'effraction pulsionnelle ou dans l'érotique de la jouissance où le cri s'abîme, mais il est néanmoins indissociable de l'écriture. Que ce soit comme chez Louis Combet, au travers d'une érotique qui, dans son envers, qui est le versant d'angoisse que la parole vient arrêter en même temps. Il y aurait alors chez l'un et chez l'autre quelque chose comme le silence de l'angoisse, mais aussi le silence de la jouissance qui se passe de mots, qui est au-delà du plaisir et où le langage s'éteint. Il y aurait aussi le silence du moment tactile de la pulsion, où la pulsion touche au but et où on retient son souffle. Resterait alors quelque chose qui se passe du silence et que je rapprocherais en fin de compte de l'écriture du désir, puisque le désir, lui, négocie un espace, engage un rapport, qui n'est pas non plus de l'ordre du cri, même sous la forme de la rage ou du désir brûlant, ou du désir intenable, ou du désir incandescent. Alors je disais tout à l'heure que l'écriture fait en sorte qu'il y a autre chose qu'un cri étouffé, qui est le dernier recours que l'on a dans l'angoisse. Je parle de l'angoisse dans ce qu'elle a de plus réel et de plus menaçante ou de plus hostile au sujet, pour justement pointer cette idée qui veut qu'une œuvre comme celle de Mansour, où la jouissance est la plus inquiétante, où l'angoisse est la plus dense et la plus difficile, un texte comme Trou noir par exemple, cette œuvre nous met en contact avec quelque chose qui a su aller au-delà du cri, tout en faisant du cri sa vérité. Pardonnez-moi cette dernière phrase un peu ambitieuse.